En tant que parent, on se dit, on répète, et un jour, on espère que ça percole et que ça vienne d'eux-mêmes, cette prise de décision, de dire, à une certaine heure je coupe, à certains moments je coupe, je réfléchis quand j'absorbe toutes ces informations que je consomme. Voilà, c'est un peu notre rêve de parents. Bienvenue dans Éco-Conso Humu, le podcast qui met des idées vertes dans vos oreilles et dans votre quotidien. Pour ce nouvel épisode au sujet des générations éco-conso, on s'intéresse au numérique et à sa place auprès des ados. En première partie d'épisode, on s'invite chez une famille namuroise avec 3 grands enfants. Ensemble, on va discuter de la place du numérique et surtout des smartphones dans la vie des ados, du temps qu'on perd souvent sur son téléphone, du cadre qui a été établi par les parents et de comment toute la famille l'a vécu. On verra aussi ce qu'il reste de ces habitudes après le passage du Covid et le déménagement des plus grands en côte. Ensuite, notre collègue Jonas nous emmène à une animation au sujet des impacts du numérique sur l'environnement. Conseiller énergie chez Éco-Conso, on compte sur lui pour tordre le cou aux idées reçues et nous donner des conseils concrets pour diminuer notre empreinte numérique. Génération Éco-Conso, c'est parti! Épisode 6. Nous voilà arrivés chez Nathalie. Elle et son mari ont 3 ados. Martin, 21 ans, Tom, 19 ans et Pierre, 17 ans. Il a fallu s'y prendre à plusieurs fois pour avoir les 3 garçons disponibles. Mais on y est arrivé. Alors, un samedi matin, quand les grands reviennent de leur côte et que personne n'est encore parti au sport, on se rassemble dans le salon de cette belle maison. On coupe nos téléphones, on se concentre. C'est parti pour une interview à 5 voix. Qu'est-ce que vous avez comme outil numérique à la maison ? On a tous les enfants, on a tous un GSM en fait, et donc on est connecté avec le Wi-Fi. On a un PC familial, moi j'ai un PC professionnel, et les 2 grands études supérieures viennent de s'équiper aussi de PC individuels. On a la télévision, mais pas connecté, on est juste abonné à des plateformes pour avoir accès à des films. On a eu un téléphone, on a tous eu dans la famille, je crois, je peux parler pour tout le monde, un téléphone assez tard. Les enfants, ils ont chacun reçu un GSM à leurs 12 ans, quand ils ont commencé à être autonomes pour prendre les transports en commun. Si on parle de vos téléphones, vous les utilisez pour faire quoi ? Pour communiquer surtout, s'organiser et perdre ton temps. À peu près la même chose, je perds mon temps et j'appelle mes amis, je prends des nouvelles et aussi en travail, j'envoie des photos de cours à toute ma classe. Moi, c'est plus pour les jeux, on va sentir. Je l'ai et j'appelle quand même des amis et j'envoie des messages, mais quand même beaucoup de jeux dessus. Et donc, je perds beaucoup de temps sur les écrans. Quand vous utilisez Messenger ou des applications comme ça, c'est pour communiquer. Est-ce que l'organisation scolaire ou extrascolaire se passe là ? Alors, pour mon cas, oui. Sur Messenger et Instagram, c'est pour beaucoup communiquer. Mais il y a aussi beaucoup de trucs d'école qui passent. On a des groupes, on s'envoie des synthèses, on répond à des questions, on demande s'il y a test, je sais pas, ce jour-là ou le jour après. Et donc, j'utilise beaucoup pour communiquer. Tout se passe sur ça, dire école et amis. Pareil aussi, je n'ai pas vraiment scindé du coup ma vie privée, travail, c'est un peu les 2 sont mélangés sur mon téléphone. Donc quand je parle, je peux très bien envoyer des synthèses de cours comme parler totalement d'autres choses. C'est que le GSM sert beaucoup à se connecter entre copains, à écouter de la musique, à aussi peut-être regarder des films ou jouer. Donc voilà, il y a quand même un usage qui est multiple. Est-ce que tu penses qu'ils se rendent compte du temps qu'ils passent sur leur téléphone ? Non, je ne pense pas. Même s'il y a un petit compteur qui existe, je ne pense pas que dans la journée, ils se rendent compte du nombre d'heures qu'ils passent là-dessus et de ce qu'ils pourraient faire d'autre, peut-être plus intéressant, plus instructif au final, par d'autres moyens, quoi, en lisant un livre sur un sujet précis ou en donnant un coup de téléphone pour vraiment s'organiser et avoir la réponse tout de suite de son interlocuteur. Vous êtes conscient que vous perdez du temps sur vos smartphones ? Oui. Totalement. Est-ce que vous savez estimer le temps que vous passez sur votre téléphone par jour ? Oula, alors là, 3-4 heures par jour. Moi, je suis à 2-3. Ça va plus ou moins être à 2-3 heures par jour, mais ça peut dépendre.
Est-ce que vous avez une application qui calcule ça? Il est mis sur ton téléphone, dans tes paramètres, tu sais regarder ton temps d'écran. Enfin, du coup, les applications que tu as le plus utilisées. C'est quoi, c'est une moyenne? Non, c'est pas bien. Aujourd'hui, T'as passé aujourd'hui, t'as combien? Bon, moi, c'est 1h28. Spotify, LinkedIn et Facebook. Là, j'ai plus de la moitié Messenger, Clash Royale, Chrome et Spotify. Moi, c'est Chrome, Instagram et YouTube. Instagram, YouTube et un jeu mobile. Moi, ça va, aujourd'hui, je suis pas encore été tant que ça dessus. 1h30. Moi, j'ai fait 2h40. 3h11. Tom, t'étais totalement à côté de la plaque quand tu disais que t'étais à 2-3 heures de téléphone par jour. Je ne sais pas si c'est mieux de savoir ou... Les ordinateurs, c'est pour faire vos devoirs ou bien c'est pour d'autres choses? Alors pour moi, j'ai pas un seul jeu dessus, donc c'est vraiment que pour l'école et les cours. Moi, mon PC, j'utilise pour du coup mes cours. Je dois quand même pas mal coder aussi. Mais après, toujours Netflix, YouTube. Et j'ai quelques jeux dessus aussi, mais je ne joue plus vraiment. Je pense qu'en tant que parents, ce qu'on ne voulait pas, c'est leur donner un PC qui rentre dans l'espace de la chambre. À l'heure actuelle, le PC familial est dans un bureau. Donc ça veut dire un espace collectif dans lequel on peut passer, on peut jeter un petit coup d'œil sur ce qu'ils font, comment ils font, ce qu'ils regardent. Que dans l'espace de la chambre, quelque part, ça rentrait dans leur espace un peu plus privé. Et donc on avait l'impression qu'on allait perdre un petit peu le regard qu'on avait au niveau du PC familial. Est-ce que vous discutez en famille d'un cadre par rapport à l'utilisation des outils numériques? Alors, on a mis quelques petites astuces en place pour justement essayer de contrôler ça. L'idée que les GSM doivent être en bas pour la nuit. Jamais de GSM à table. Donc ça, c'est un peu une règle qui nous permet de rester connectés entre nous et pas que chacun parte dans sa petite bulle. Je sais plus vraiment mettre une date, mais vers 13-14 ans peut-être qu'on a décidé de bloquer le Wi-Fi en fait à une certaine heure. Ouais, donc nos parents ont du coup mis un contrôle parental sur le Wi-Fi qui permet de bloquer à certains appareils l'utilisation du Wi-Fi en des heures fixes et nous autorisaient 1 heure au matin, 1 heure au soir et 1 heure quand on rentrait de l'école, si je me souviens bien. Vous l'avez bien vécu? Oui, ça va. Ça va encore. Alors moi, non. Je l'ai très mal vécu parce que je me sentais très restreint et j'avais l'impression d'être en fait un vrai enfant. On était obligé à couper les réseaux pour m'interdire de jouer. Est-ce que c'est un cadre qui a été discuté ou est-ce qu'il vous a été imposé? Mais en fait, au début, on devait mettre notre téléphone en bas, mais comme c'était pas beaucoup respecté, eh bien nos parents ont dit, ils nous ont menacé une fois en faisant, on va couper le Wi-Fi, comme ça vous ne saurez plus faire grand-chose sur votre téléphone. On l'a pas vraiment pris. On va dire au premier mot, on croyait que c'était plutôt une blague et quand c'est apparu, c'était plutôt imposé que discuté. En fait, la restriction a été imposée, mais on pouvait essayer de négocier le nombre d'heures de Wi-Fi. Donc c'est vrai que c'est une lutte. Moi, je pense que je suis un peu plus souple ou parfois j'ai pas envie de me battre tous les soirs pour aller rechercher les GSM en bas. Mon mari est beaucoup plus exigeant par rapport à ça, beaucoup plus vite énervé en disant non, on arrête. Surtout que voilà, il y a eu le Covid où il y a aussi eu un petit peu de relâchement, par rapport au niveau scolaire, et donc c'est vrai que quand les résultats suivent pas trop, eh bien c'est la première chose qu'on va accuser, quoi. T'es tout le temps connecté, tu perds ton temps sur les réseaux sociaux, sur ces petites vidéos, et donc enfin voilà, c'est nous en tant que parents qui à un moment nous sommes dit il y a trop de perte d'énergie sur ces GSM, et donc on va cadrer. Maintenant, je veux dire, en tant qu'adolescent, le GSM servait surtout à des jeux. Maintenant, je pense que l'usage change un petit peu aussi. Et je vois donc mon dernier, Pierre, il utilise beaucoup aussi son GSM pour être en contact, pour organiser des choses. Avant, ça passait peut-être par des coups de fil. Maintenant, en fait, ce sont que des textos, voire des petits enregistrements de voix. Et donc, à partir du moment où ils ont été plus impliqués et plus autonomes dans l'organisation de leurs activités, en termes de mouvements de jeunesse, sport, etc., surtout quand on fait des sports d'équipe, il y a beaucoup de temps qui passe aussi à l'organisation de tout ça. Alors maintenant, c'est pas toujours hyper efficace comme organisation, mais ça passe par ces outils-là. Et donc, c'est important qu'eux puissent être autonomes aussi dans la gestion de leur temps, leur planning, leur agenda.
Comment, en tant que parent, vous vivez le cadre que vous avez posé pour la famille ? Parfois, on rouspète un petit peu parce que quand ça se coupe en plein milieu d'un film ou au moment où il y a un petit peu de suspense et qu'on se dit, bon, ben voilà, peut-être qu'11 heures, c'est quand même tôt, on aurait voulu voir le dernier quart d'heure ou la dernière demi-heure. Voilà, on rouspète un petit peu. Mais je pense qu'au final, on est quand même content parce que ça nous donne un cadre et ça permet de respecter nos heures de sommeil qui sont quand même importantes pour, ne fût-ce que le lendemain, être vigilant, faire tourner la boutique, comme on dit, hein, quand on a 3 enfants. Et donc, quelque part, on l'accepte, ce cadre. Même si parfois, il est contraignant. Parfois, j'aimerais travailler aussi un peu le soir. Je suis un peu un oiseau de nuit. Mais en fait, c'est pas parce on peut continuer à travailler sur un PC, même hors connexion. Du coup, en réalité, ça nous bloque pas tant que ça. Est-ce que vous parlez en famille de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ? Alors non, ou très peu, ou si c'est par exemple des infos assez intéressantes comme la mort d'un acteur ou quelque chose qui impacte vraiment la vie réelle, alors oui, on en parle, mais alors non. Moi, j'ai regardé beaucoup sur YouTube des vidéos sur la science et parfois j'expliquais devant tout le monde ce que j'ai appris, mais en bref, parce que j'avais pas tout compris. Je me souviens d'une époque, mais Pierre était encore assez jeune. Il était descendu tout énervé, tout un peu excité en nous expliquant que ça y est, les extraterrestres existent, il y avait une preuve, il avait vu une vidéo. Et voilà, ça nous avait fait tous un peu rire et donc ça nous avait permis d'avoir une discussion justement sur est-ce que tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est vrai ? Comment est-ce qu'on peut vérifier que c'est une vraie information ? Et que je sais bien qu'il était fort déçu en fait que ce n'était pas vrai. Mais voilà, donc ils viennent parfois avec des sujets qu'ils les ont vus parce que ça les a choqués, parce que ça les intéresse et donc ça nous permet de parler et d'aborder ces sujets-là. Du coup, votre source d'information, par exemple, niveau actualité, c'est quoi ? Moi, je lis quand même les journaux sur mon téléphone. Je regarde souvent la une et s'il y a des nouvelles choses qui se passent ou des articles intéressants à lire. Moi, parfois, mon père met la radio et parfois j'écoute. Mais sinon, c'est mes amis qui disent « Ah, il y a quelque chose qui s'est passé, etc. » Mais sinon, je regarde pas vraiment les infos sur mon téléphone. Donc moi, c'est aussi mes amis surtout. Les réseaux sociaux de temps en temps quand il y a au moins des grosses nouvelles et parfois si je sais pas j'ai entendu un tout petit sujet que ça m'intéresse mais je vais rechercher sur YouTube ou sur internet pour pouvoir lire des choses et m'intéresser sur le sujet. Comment ça s'est passé pendant le confinement ? Ça a été compliqué chez nous le Covid puisque à l'époque on n'avait qu'un PC familial avec quand même mon mari est indépendant et donc a besoin à certains moments d'un PC. Moi-même. Donc là, heureusement, j'ai pu avoir un PC du boulot. Mais les 3 enfants sur un seul PC à partager, ça a été très, très compliqué. Surtout qu'à ce moment-là, on n'a pas pu s'équiper par nous-mêmes. Les magasins étaient fermés. Donc ça a été très, très compliqué de s'y mettre. Est-ce que vos parents ont ouvert plus d'espace numérique ? Pas du tout. En plus, on n'avait qu'un seul PC à ce moment-là. Il y avait des visioconférences parfois en même temps. Du coup, j'ai reçu un PC de l'école, mais le truc, c'était pas un vrai PC. Ça me permettait juste de suivre les cours. Au fil du temps, on s'est quand même équipé. On voulait en fait postposer ce moment-là de leur donner accès à un PC. On voulait que ça reste un petit GSM qui peut rester en bas, on avait l'impression qu'en leur donnant un ordinateur, on ouvrait tous les champs des possibles. Et donc, on a essayé de postposer ça au moment de l'entrée dans les études supérieures, où là, ça devient un vrai outil de travail et c'est indispensable. Vous avez changé de box Internet et du coup, maintenant, les règles ont changé. Il n'y a plus de limitation. Ouais. Maintenant, ils ont tous aussi la 4G. Donc, ça devenait aussi un peu artificiel. Ce qui a changé aussi, c'est que maintenant, on a 2 enfants qui sont en côte. Voilà, ça a moins de sens puisque toute la semaine, ils sont en dehors de la maison avec de la 4G illimitée. Pierre et Tom, comment vous le vivez ? Est-ce que c'est la fête ou bien vous avez une certaine autodiscipline par rapport à tout ça ? Mais quand je travaille, j'ai une autodiscipline. Soit je bouge mon téléphone et je le mets assez loin, soit je mets un peu de musique très calme.
Je mets musique calme et je le pose de l'autre côté de ma chambre. Mais donc moi je me suis beaucoup plus autodiscipliné, mais ça me coûte toujours de l'effort de me dire je touche plus à mon téléphone et je travaille sérieusement pendant entre 2-3 heures. J'ai toujours envie, parce que parfois je fais une petite pause de 5 minutes entre les heures, d'aller sur mon téléphone. Et du coup j'ai toujours du mal, mais oui j'ai une autorestriction que je me suis mis à moi-même. On a l'impression, en tout cas d'extérieur, que c'est le premier voleur de temps et d'énergie et qu'on a envie de supprimer pour justement leur permettre d'être plus concentrés sur leurs études. À part peut-être le grand Martin, qui est dans les études supérieures et qui a parfois un petit peu galéré pendant ses blocus et ses périodes d'examen. Il a dû réfléchir à optimaliser son temps et que lui a pris conscience de ça. Je pense que les autres ne se rendent pas vraiment compte. Mais même nous, hein. J'utilise aussi beaucoup Forest, c'est une application qui permet de bloquer son téléphone. C'est un peu psychologique, mais ça permet de ne pas être dessus pendant qu'on travaille pour augmenter sa concentration. Le principe est assez simple, tu mets un arbre à planter et tu définis un temps, et pendant ce temps, ton arbre va pousser, et si tu vas sur ton téléphone tant que l'arbre n'a pas fini de pousser, tu tues l'arbre. Et donc le but, c'est du coup d'avoir une belle forêt avec le plus d'arbres possible. Donc on rêve en fait que cette prise de conscience vienne d'eux-mêmes et qu'ils arrivent eux-mêmes à se limiter. Alors peut-être que en tant que parents, on se dit on répète et un jour on espère que ça percole et que ça vienne d'eux-mêmes, cette prise de décision de dire à une certaine heure je coupe, à certains moments je coupe, je réfléchis quand j'absorbe toutes ces informations que je consomme. Voilà, c'est un peu notre rêve de parents. Et en attendant, il faut un peu lâcher prise par rapport à ceux qui sont plus dans la maison, j'imagine. Voilà, c'est ça. De 2 enfants qui sont en côte, c'est vrai qu'on ne peut plus être tout le temps derrière eux et que on espère que tous les messages qu'on a fait passer, les règles qu'on a mis, ils continueront à les appliquer eux-mêmes dans leur vie. Maintenant, moi, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux aussi dans ma vie professionnelle et donc c'est parfois difficile de faire la limite entre le professionnel et puis peut-être des choses qui sont plus regardées ou là où on se perd plus pour le plaisir. Donc ça c'est peut-être notre complication à nous en tant qu'adultes quand on doit utiliser les réseaux sociaux, être au courant de ce qui se passe, d'un moment se dire en fait j'en sais suffisamment, j'ai assez vu que pour pouvoir peut-être arrêter de consommer et plutôt produire comme ce qui est attendu de nous, quoi. Est-ce que vous avez une idée de l'impact environnemental de tout ce qui est numérique ? Je crois qu'on sait tous que ça a un impact, mais qu'on ne réalise pas vraiment les conséquences de l'utilisation ou de la surconsommation des téléphones. Pas trop comment dire, mais pas d'idée réelle. Je sais que ça a un impact, mais je sais pas c'est quoi les vraies conséquences. Je pense que la conséquence qu'on voit le plus, c'est dans l'espace, pour tout ce qui est Wi-Fi et réseau, qu'on envoie beaucoup de choses pour avoir le réseau, mais autrement, je pense pas, ça a un impact, mais je sais pas beaucoup les impacts que ça donne sur le monde. Et ce que vous pouvez faire pour diminuer votre impact, vous avez des idées ? Baisser sa consommation et son temps dessus. Sinon, essayer de garder son téléphone le plus longtemps possible ou en acheter en seconde main. Pas toujours acheter le neuf ou la dernière version. C'est quelque chose que vous faites, ça ? Vos téléphones, vous les avez depuis longtemps ? Moi, oui, ça va faire 4 ans que je l'ai. Moi, je les casse assez rapidement, donc pas vraiment. Moi, j'en ai encore jamais cassé, mais dès qu'il fonctionne plus ou il a un vraiment gros bug, je le change et c'est tout. Donc on n'a pas cette culture de vite remplacer, on utilisera l'outil tant qu'il fonctionne. Les PC qu'on a dû acheter, il y en a un de seconde main aussi, mais on n'est pas, je pense que c'est pas là-dessus qu'on focalise au niveau de l'impact environnemental. Est-ce que tu sais si vous êtes des parents plutôt stricts ou si c'est la même chose chez leurs copains ? Je pense qu'on se situe entre les deux parce qu'on entend vraiment des extrêmes des deux côtés.
des jeunes qui sont privés de GSM, par exemple, suite à un échec scolaire ou à un mauvais comportement, entre guillemets. Et donc, où là, on coupe l'enfant de tout. Ça, je pense que c'est pas une solution aujourd'hui. Tout le monde est connecté. Il faut leur laisser, justement, leur apprendre à gérer cette connexion. Et d'un autre côté, on entend aussi d'autres jeunes qui sont en continu connectés, en continu sur les jeux. Quand ils font des jeux en réseau sur la PS4 et des choses comme ça, ils s'appellent et on se dit mais là il est 10h du soir, c'est pas possible de continuer encore à jouer. Ou quand on parle parfois des vacances et on demande ils ont fait quoi vos copains pendant les vacances, et qu'il y en a qui disent ils ont joué toute la journée pendant 5 jours, 7 jours. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on se situe entre les deux. J'en connais où c'est les jeux à vidéo à gogo, on va dire, ils rentrent, ils jouent tout le temps 3 heures en moins par jour. Et j'en connais d'autres où c'est même pas un jeu vidéo. Donc voilà, je dirais qu'on est à peu près entre les deux. Merci beaucoup d'avoir participé au podcast. Merci à vous aussi de m'avoir écouté. Merci. 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 Dans les générations éco-conso, il ne faudrait pas oublier les grands-parents. Mon collègue Jonas, conseiller énergie et climat chez Ecoconso, a rendez-vous avec une quinzaine de pensionnés pour une animation sur le numérique et l'environnement. Je le rejoins, et vu la fracture numérique dont on parle souvent pour cette génération, j'avoue que j'arrive avec quelques a priori. Je découvre en fait des participants pas mal informés et très motivés à l'idée de protéger la planète. Après des échanges animés dans le groupe, je m'attable au calme avec Jonas pour qu'il nous fasse un petit résumé. Il nous partage aussi des conseils pour diminuer son empreinte numérique, et il va y en avoir pour toute la famille. Alors, un des impacts qu'on connaît bien, c'est le changement climatique. Et donc, on voit que le numérique, donc vraiment l'ensemble du numérique, au niveau mondial, c'est presque 4% des émissions de gaz à effet de serre. Quand on a des appareils numériques communs, on ne se rend pas toujours compte évidemment de l'impact qu'il y a en amont. Pour une année d'utilisation du numérique par un Européen, ça signifie l'utilisation de métaux et de minéraux d'une quantité considérable, c'est 1100 kg. Une production de déchets, 225 kg par an. Alors c'est des déchets dans le monde, c'est pas... Bonjour Jonas. Bonjour Anne. Pour Ecoconso, tu proposes des animations sur le numérique. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que tu y abordes ? Eh bien, j'y aborde tous les aspects environnementaux du numérique. J'explique de long en large pourquoi c'est aussi impactant. Il y a des questions pour un peu titiller les participants, pour les surprendre. Et puis alors, il y a une partie solution où vraiment, on a un constat qui peut être un peu sombre. Quels sont les leviers sur lesquels on peut agir ? Quels sont effectivement les gros impacts ? Les solutions vraiment incontournables. Et puis alors, il y a souvent les discussions évidemment avec les participants qui posent des questions. Concrètement, qu'est-ce qu'on entend par numérique ? Alors, on va dire que le numérique, c'est tout ce qui nous permet d'aller sur Internet. Donc, il y a évidemment un tas d'appareils qu'on connaît très bien, les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les télévisions. Et puis, il y a encore d'autres appareils, tout ce qui est objets connectés. Donc, ça, c'est vraiment les objets qui sont familiers des consommateurs. D'un autre côté, il y a des serveurs qui ont toutes les données, les data centers, qui sont accessibles 24 heures sur 24 pour qu'on puisse aller utiliser tous ces services. Et entre les deux, il y a des réseaux, des câbles, des câbles de cuivre, de la fibre, et des réseaux sans fil 2G, 3G, 4G, 5G. Est-ce que l'impact du numérique sur l'environnement est important, et de quel type d'impact est-ce qu'on parle ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle d'impact du numérique, on prend tout l'écosystème. Donc, on prend tous les appareils, tous les serveurs, tous les réseaux, et on va s'intéresser aussi bien à la fabrication qu'à la consommation. Et donc, quand on regarde, par exemple, l'impact sur le climat, eh bien, on constate que l'ensemble du numérique fait à peu près 4%, c'est-à-dire que c'est autant que l'aviation civile. Et surtout, c'est un usage qui va grossir, on va utiliser de plus en plus. Et donc, on peut arriver dans quelques années à des émissions aussi importantes que tout le trafic automobile mondial. Donc, c'est pas négligeable à la base et c'est en train de grossir. Qu'est-ce qui pollue le plus ? Eh bien, quand on pose la question aux participants des animations, c'est intéressant parce que beaucoup de gens répondent « Ah oui, c'est les data centers qui vont être les principaux responsables de l'impact du numérique. » Et en réalité, ce ne sont pas les data centers, ce sont plutôt les appareils. Et en fait, rien que cette partie-là, c'est 40% de l'impact global du numérique. Donc, c'est colossal. C'est beaucoup dû à la fabrication. Parce que pour avoir de l'électronique, il faut aller chercher des métaux
plein de métaux différents dans des mines et que la mine est une activité qui est extrêmement impactante. Il faut savoir que c'est avec des engins énormes. On va déplacer des tonnes de roches pour avoir quelques grammes de certains métaux. Donc, il faudra les broyer, traiter avec des acides. Ce sont des industries extrêmement polluantes. Voilà, ici, c'est ce qu'on appelle une excavatrice. C'est pour aller chercher de la lignite, du charbon. En Allemagne. C'est en Allemagne, effectivement. Et pour vous donner une idée de l'échelle de cette machine, en fait, si vous voyez ici, il y a une petite pelleteuse. Voilà. Et là, il y a un petit bonhomme. Oui, donc, c'est effectivement une machine énorme. Alors, cette fois-ci, c'est une mine de terres rares en Chine. Donc, les terres rares, c'est un ensemble de métaux qui sont un peu particuliers, qui sont des propriétés, par exemple, de luminescence, de magnétisme, donc qui sont très utiles dans l'électronique, mais qui ont des propriétés assez semblables. Et donc, quand on veut les séparer, il faut vraiment y aller avec beaucoup de chimie. Et donc, on va se retrouver avec des lacs comme ça, d'effluents, des barrages avec des effluents chimiques dans l'eau. Donc, ça, c'est extrêmement polluant. Parfois, il y a des barrages qui cèdent et donc la pollution, elle se déverse. Et alors, je vous parlais de matériaux radioactifs. Eh bien, quand on extrait une tonne de terre rare, on peut avoir 1 tonne à 1,4 tonnes de déchets radioactifs. Donc, ce n'est pas des petites quantités, donc ça veut dire qu'il faut aussi traiter tout ça. Si on regarde l'histoire d'un smartphone, entre le moment où on va le fabriquer et le moment où on va l'avoir en main, bien, ça va en fait générer plein on va dire, de risques dans la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, on aura besoin de cobalt pour la batterie. Donc, on sait qu'en RDC, il y a des mines où qui vont alimenter des pompiers armés. Ça va, les revenus de la mine vont aller vers la guérilla. Il y a du travail des enfants, parce qu'il y a des mines où c'est plus facile d'envoyer des enfants parce qu'ils sont plus petits. Concrètement, par rapport à tout ça, quel geste est-ce que, en tant que consommateur, on peut poser pour réduire son empreinte numérique ? Et en fait, il faut se rendre compte que, quelque part, le numérique, c'est une ressource limitée. Et donc, on peut considérer que nos objets sont vraiment des objets précieux. À partir de ce moment-là, on va d'abord voir si c'est nécessaire d'avoir des objets supplémentaires. Par exemple, si on a déjà un smartphone, un ordinateur, on peut se poser la question est-ce qu'une tablette est vraiment nécessaire ? Et si c'est effectivement nécessaire, on peut essayer, par exemple, d'acheter reconditionné. Parce que reconditionné, ça veut dire qu'on va prolonger la durée de vie d'un produit. Quand tu dis de choisir un appareil reconditionné, tu veux dire en seconde main ? Alors, reconditionné, c'est en seconde main, mais surtout, ça passe par les mains d'un professionnel qui va, à la fois le nettoyer au niveau des données. Normalement, va réviser l'appareil, donc il va changer des pièces si nécessaire, et peut-être la batterie. Et puis, il y a une garantie qui est offerte aussi sur cet appareil reconditionné. Et donc, on va dire que c'est du seconde main, mais de haute valeur ajoutée. Et si on se penche un petit peu plus sur l'usage du numérique dans les familles, en général, et peut-être en particulier chez les ados, est-ce que la consommation du numérique est différente ? Si on a des ados, si on a des enfants, ce qu'on va avoir, c'est plus d'appareils. Parce qu'évidemment, en général, chacun a son smartphone. Parfois, chacun a sa tablette. Et donc, on va avoir une multiplication d'appareils qui ne vont pas se substituer. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a une tablette qu'on n'a pas d'ordinateur ou qu'on va moins regarder la télévision. Plutôt avoir des usages qui vont s'additionner. Et on pourrait se retrouver en famille devant la télévision avec en plus chacun son écran et quelque chose qui permet de visualiser ça. Ça va être le budget en fait qu'on consacre au numérique, à la fois à l'achat des appareils, mais aussi au forfait de données. Si c'est 15 € par personne, ça monte très vite. Donc ça c'est vraiment le côté visible. Et puis derrière il y a l'utilisation de données, effectivement, des impacts liés à l'utilisation d'Internet. Réduire le temps sur smartphone, ça paraît souvent vraiment difficile. Est-ce que tu as des astuces que les familles peuvent tester ? Alors, il y a plusieurs choses. Sur les smartphones, il y a une fonction qui s'appelle bien-être numérique, qui permet entre autres de se rendre compte du temps qu'on passe sur les différentes applications. Et c'est déjà pas mal parce qu'en fait, souvent, quelque part, le changement de comportement va commencer par une prise de conscience. Et évidemment, les réseaux sociaux, ils ont toute une stratégie pour qu'on reste longtemps sur l'écran. C'est vraiment conçu très fort pour que, au niveau du cerveau, on n'ait pas envie de quitter. Et donc, nous, on doit avoir individuellement une stratégie pour pas se laisser entraîner dans des heures de surf.
Il y a aussi des applications même natives sur le téléphone qui permettent d'avoir un mode concentration. Ça veut dire que pendant un temps donné, on ne reçoit pas de notification et on n'est pas attiré par une quelconque sonnerie, enfin un quelconque ding qui indique un nouveau message ou quelque chose qu'on doit aller voir tout de suite. En tout cas, ce qui est important, je dirais par rapport à une famille, c'est de se ménager des temps sans écran. Typiquement les repas, mettre des règles qu'on n'amène pas ces écrans à table. C'est quelque chose de un peu de ces temps un peu volés parce que maintenant on se retrouve dans son bain avec son téléphone, aux toilettes, dans son lit. Donc finalement, on est tout le temps sollicité. Et donc à un moment, c'est important en tout cas que quand on est à plusieurs, quand on est en relation avec sa famille ou même avec ses amis, qu'à un moment ça se fasse pas via un écran. Pourquoi est-ce que ça peut être difficile de diminuer son empreinte numérique? Est-ce qu'il y a des freins? Alors, il y a un très gros frein, c'est tout ce qui est publicité et offre des fabricants, puisqu'il y a du nouveau matériel tout le temps, et des publicités qui vont inciter à se tourner vers la nouveauté. Par exemple, pour le moment, je vois plein de publicités d'un fabricant qui essaie de nous fourguer des téléphones pliables et il y a des publicités qui vont montrer que c'est tellement bien. Alors, ce qui se passe aussi, c'est qu'à un moment, il y a un effet de groupe. Donc, si on est dans un milieu où les gens commencent à avoir tel équipement, peut-être que tout le monde aura envie de l'avoir. Il peut y avoir cet aspect social, enfin, pression sociale qui pourrait se sommer à la pression publicitaire. Enfin, ça va très fort ensemble parce que c'est une question un peu des choses qui vont nous faire peut-être consommer un peu plus, pas parce qu'on a spécialement besoin, mais plutôt parce que les autres le font. Est-ce que les parents pourraient faire attention à des aspects en particulier? Et en fait, quand je pense numérique par rapport aux parents, je pense à beaucoup d'autres aspects que l'aspect environnemental. Par exemple, on va être très attentif à ce que des parents ne laissent pas des jeunes enfants sur un smartphone. Voilà, à un moment, on n'a pas le temps, on doit faire quelque chose. Si le petit est sur le smartphone, il va pas solliciter le parent à ce moment-là. Et en fait, des habitudes comme ça qui se prennent très tôt, après ça va se propager. Et en fait, on se rend compte que l'utilisation notamment de vidéos, de certains réseaux sociaux, il y a parfois des petits de 2 ans qui sont déjà presque addicts. Quand ils sont plus grands, ça va aussi être la question de la bonne utilisation d'Internet. Par exemple, dans les écoles, il y a toute une série d'échanges qui se font via Instagram pour ne fût-ce que savoir quel devoir il faut faire, quel document il faut avoir. Et donc, les élèves s'échangent plein de choses avec les réseaux sociaux, et donc ça a une utilité. D'un autre côté, on sait aussi qu'il peut y avoir parfois du harcèlement, parfois des insultes. Donc, il y a une éducation vraiment qui doit se faire à ce niveau-là. Tu as toi-même 2 grands-enfants. Est-ce que le numérique, c'est un sujet dont vous parlez ou avez parlé en famille? On en a parlé et on en parle, mais plus sur l'utilisation du numérique en tant que tel. Parfois, quand mes enfants disent « Ah oui, ça, je l'ai vu sur TikTok », quand on parle d'un sujet même de société. Et je trouve que c'est intéressant parce que moi-même, je connais pas très bien TikTok. Et donc, quand j'apprends que ça peut être une source d'information, c'est interpellant. Et du coup, je pensais que c'était juste des petites danses et des petites musiques. Et donc, se rendre compte qu'il y a peut-être une génération de personnes qui s'informent via ce canal-là. Et du coup, c'est aussi apprendre à quelque part décrypter l'information, trouver le vrai du faux, comment on recoupe ces informations-là, et comment on va pas juste partager des choses. Et donc, c'est plus de cet ordre-là. Mais par contre, on a acheté un ordinateur à mon fils et je lui ai mis un appareil pour mesurer la consommation. Et après, je lui ai dit combien ça consommait et il m'a posé la question, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que ça coûte cher? Et donc, voilà, c'était au moins une façon de conscientiser par rapport à ça. Si on devait retenir 1 ou 2 ou 3 bonnes habitudes pour diminuer son empreinte numérique, ce serait quoi? Alors, en premier lieu, je parlerais du matériel. Vraiment le garder longtemps, éviter de se suréquiper, en prendre soin. Donc vraiment, le matériel très précieux. D'autre part, il y a la question de l'utilisation des données. Diminuer quand même la quantité de vidéos. Par exemple, désactiver les lectures automatiques, ajuster la qualité des vidéos, la définition. Ce qu'on conseille toujours, c'est d'adapter la qualité à l'écran. Si on regarde un film sur un très grand écran, oui, là, on sera très content d'avoir une très bonne qualité. Par exemple, moi, j'aime bien regarder certains débats ou certaines émissions, mais je fais autre chose. Du coup, je vais le mettre en petit sur un coin de mon écran. J'ai pas besoin d'avoir une bonne définition, puisque justement, par définition, je vais pas voir la différence sur
sur une toute petite vignette. On peut encore améliorer ça en regardant plutôt en Wi-Fi qu'en 4G, parce que le Wi-Fi va consommer 10 fois moins, et diminuer quelque part l'utilisation du numérique. C'est plutôt le temps d'écran, de se dire, OK, il y a des moments où on est sur Internet, mais pouvoir aussi se déconnecter pour des périodes plus ou moins longues. Et alors là, on a vidé sa boîte mail, en sachant que c'est un geste qu'on peut faire, mais c'est pas le geste le plus impactant. Donc en effet, de temps en temps, on fait le ménage. C'est vrai pour sa boîte mail, mais c'est aussi vrai, et c'est d'autant plus vrai pour les photos et pour les vidéos. Parce que on a souvent, on aime bien faire des photos avec le téléphone, c'est facile. Et du coup, souvent, on va faire plein de photos. Voilà, pour en avoir une bonne, on va en essayer plusieurs. Et très souvent, c'est directement envoyé sur le cloud, donc sur Internet. Parce que justement, l'avantage, c'est qu'après, on a ces photos sur les autres appareils, parce qu'on s'est synchronisé. Et il y a une sauvegarde, donc si jamais on perd le téléphone si on le casse, on sait que les photos elles sont bien accessibles. Le problème, c'est que si on les trie pas, ça veut dire qu'on va avoir très vite des gros volumes. Alors maintenant, les volumes de stockage deviennent payants. Donc à un moment, quand on a 15 gigas, on va vous dire OK, si vous voulez continuer à utiliser, payez quelques euros, et donc on va peut-être faire le ménage. Et donc là, beaucoup plus que l'idée de sa boîte, on va surtout trier les photos, les vidéos et tout ça. Il ne faut pas oublier non plus qu'une grosse partie de l'empreinte numérique, ça va être l'utilisation des appareils, c'est-à-dire ce qui est lié à la consommation d'énergie. Donc c'est-à-dire l'électricité. Et donc, là, essayer d'avoir des objets qui soient pas extrêmement énergivores, donc pas des écrans de 2 mètres ou des choses comme ça. Diminuer la consommation d'électricité, entre autres, pour tout ce qui est décodeur, modem qui reste allumé pour rien. Eh bien, merci beaucoup, Jonas, de nous avoir partagé toutes ces astuces. Avec plaisir. Voilà qui clôture cet épisode d'EcoConso et vous. Sur notre site ecoconso.be, vous retrouverez plusieurs articles pour faire le plein de conseils pour alléger votre empreinte numérique. On se retrouve en décembre pour un nouvel épisode. D'ici là, on compte sur vous pour mettre du vert dans votre quotidien. N'hésitez pas à continuer l'expérience en visitant notre site ecoconso.be/génération et à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, Instagram ou Twitter pour suivre nos actus et notre campagne Génération Éco-Conso et échanger avec d'autres familles. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie.